Merci de nous accueillir. On est évidemment très content d'avoir l'opportunité de vous présenter un petit peu notre travail. Nous travaillons tous les trois au centre de recherche d'Air Liquide. On est d'autant plus content que l'introduction est extrêmement facile, car comme certains d'entre vous le savent, les fondateurs de l'Air Liquide, Claude et Delorme, étaient élèves de l'ESPCI. Claude et Delorme. Le gars avec la moustache. 5e promotion, ils se sont rencontrés là. Claude est considéré plutôt comme le scientifique. Il a travaillé sur plein d'autres sujets que la liquéfaction de l'air. Et Delorme plutôt comme le financier, comme quoi on pouvait déjà mal finir en faisant une école d'ingénieur à l'époque. On continue à travailler sur différents sujets autour des gaz, autour de la manière dont on les produit, autour de leurs utilisations. En l'occurrence, tous les trois, c'est au centre de recherche Paris-Saclay, qui, donc, comme son nom l'indique, est aux loges Zanjosa. Et sur, par exemple, cette manip, qui est donc une très belle manip sur laquelle on travaille tous les trois. Au centre de recherche, on fait plein de sujets différents, ce qui est le reflet un peu des différentes manières dont qu'on a de produire le gaz et des différentes utilisations qu'on en fait. Mais ici, on va se concentrer vraiment sur la distillation de l'air, qui permet de produire essentiellement de l'oxygène et de l'azote. On va essayer de vous donner quelques notions sur la distillation en général, quelques notions sur la distillation à ces températures cryogéniques, et de faire le lien, quand ce sera possible, avec des sujets de recherche qu'on a actuellement. Voilà. Et puis, on ne va pas passer cette opportunité d'infliger un peu de thermodynamique à d'anciens profs ou de profs actuels, qui, je sais qu'il y en a dans la salle en tout cas. Et donc voilà pour une brève introduction. Oui. Et là-dessus, mon camarade Michael prend la parole sur une expérience que vous avez déjà vue sûrement, pour certains d'entre vous, à la fête de la science, ou que vous avez peut-être même déjà faite. Ouais, Palais de la découverte, donc c'est l'expérience du cône. Il est ici, l'azote. Ah, juste là. Donc le cône super glacé, peut-être qu'on peut mettre la caméra expérience. Et le principe, c'est juste qu'on va, verser de l'azote liquide. Alors là, on fait la version un peu de luxe, c'est-à-dire qu'on va mettre de l'azote liquide aussi dans le... On aurait dû le mettre en froid avant. Ouais. Dans le récipient du dessous. L'idée, ça va être de mettre ce cône en froid avec de l'azote liquide, qui lui, là, il va bouillir en fait. Hein. Il est donc à pression atmosphérique. L'azote liquide, il bout à quelque chose comme... tu faudrait en rajouter ou... Ouais, je vais aller en chercher. Il devrait bouillir à moins 196 degrés. Donc c'est froid. Apparemment, ça fait un livre très très froid si on met dans un livre. On fera après si tu veux. Ok. Et on va voir des choses se passer tout de suite. Alors, ce qu'on va commencer à voir... pardon. Donc tout de suite, on va voir. Donc il y a de l'eau qui va se condenser. On a cette fumée là, et on va commencer à voir un peu de blanc sur notre cône. Et là, c'est ce qu'on a comme eau et comme. Alors, d'abord, on va voir l'eau qui se condense, et aussi on va voir un petit peu de CO2. De distinguer les deux, c'est un peu compliqué. On a décidé finalement de ne pas vous montrer le détail, mais là, il se passe quelque chose là d'un seul coup maintenant qu'on est en froid. Dans un premier temps, l'azote ne touchait pas le cône parce qu'il était il y a une fine lamelle d'air entre l'azote et la paroi, c'est quand il bout. Et là, maintenant qu'il touche le cône, on voit, c'est comme si on voyait directement le niveau d'azote à l'intérieur. Et alors, je vous demanderais, mais qu'est-ce que c'est que ce niveau qu'est-ce que vous voyez ici sur ce cône, d'après vous? Est-ce que vous avez une idée? Ah, ok. Là, on voit déjà le liquide qui descend. Je ne sais pas si vous le voyez bien. On le voit bien sur la vidéo. Donc là, j'ai déjà du débit. Alors, l'eau, elle est gelée, et j'ai entendu la réponse. Alors, je pensais vous piéger parce que souvent, on présente comme étant de l'oxygène liquide. Et en fait, ce n'est pas de l'oxygène liquide, c'est bien de l'air liquide. Donc, on est arrivé à faire de l'air liquide. Je pense qu'on peut terminer la conférence maintenant. Très bien. Merci de votre attention. Donc là, ce qu'on a fait, donc on a commencé par mettre en froid le petit récipient autour avec de l'azote liquide pour permettre que l'air liquide qui coule ici ne s'évapore pas et qu'on ait quelque chose à vous montrer à la fin de l'expérience. Tu veux remettre de l'azote du coup ou... Si tu veux. Et après, on va mesurer la température de l'azote. Ouais, on peut faire ça. On fait ça pour vous assurer qu'on ne vous ment pas.
Donc voilà, essentiellement ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est on va voir des choses et puis on va les mesurer. On a des thermocouples un peu partout que Jacopo a interfacé avec son Arduino. Et est-ce qu'on peut avoir l'écran sur l'écran d'ordinateur? Voilà. Voilà. Et si je mets mon thermocouple dedans, je devrais avoir une température basse. Alors là, il n'est peut-être pas en ça. Tac, tac. C'est peut-être pas le bon. Je suis pas. Ouais, si on faudrait déjà brancher le bon. On va y arriver. Bon, je laisse en fond. Et en attendant, vous voyez, on est en train de remplir le tube en dessous. Vous voyez, ça, on a quand même un bon rendement, ça continue de couler. Bon, au fur et à mesure, la glace et le CO2 ici, ils vont former une épaisseur qui vont faire que ça va être moins efficace, hein, la liquéfaction. Et ça vous montre directement que la glace et le CO2, nous, on préfère s'en débarrasser. Donc on a c'est un sujet. Hein, donc la méthode ancienne, c'était aussi de refroidir comme ça. Puis aujourd'hui, on peut faire ça par adsorption, pour dire en un mot, comme la hotte de votre cuisine. Si vous avez une hotte à adsorption, à recyclage. Et alors là, tu arrives à m'afficher quelque chose? Oui, ça arrive. Voilà. Ah bah ça marche bien. Là. Ah, on est quand même un peu haut là. Ouais. Donc on a une température de l'ordre de entre moins 190 et moins 195 degrés. Voici, quoi vous dire. Maintenant on va... Et là du coup... Attends, je vais le garder par là. On peut repasser en... Je te sors le tube. Ouais, parce que là, on est en train de déborder déjà. Et donc on a cet air liquide. Et ce qui va se passer maintenant, c'est qu'il va se réchauffer. Déjà, il bout déjà. Donc dans cet air liquide, il y a de l'oxygène et de l'azote majoritairement. Donc on va dire 80% d'azote, 20% d'oxygène. Et bon, ce qu'on voit avec cette expérience, c'est que si on a réussi à liquéfier de l'air avec de l'azote liquide, c'est que l'azote liquide est, entre guillemets, plus froid que l'air. C'est-à-dire qu'à cette pression, il va être liquéfié à un niveau plus froid. Donc on va être capable à ce moment-là de liquéfier l'air avec de l'azote liquide. Donc là, on en fait encore tomber. Et ça. Et donc, quelque part, ça nous dit déjà que l'oxygène, il est plus chaud que l'azote, parce que ce mélange des deux se liquéfie à une température un peu supérieure à celle de l'azote. Et donc, ce qui va se passer, c'est quand on va laisser ce tube tout seul se réchauffer, là, on voit déjà, on est déjà un petit peu plus haut que ce qu'on était à l'azote. Quand on va laisser ce tube se réchauffer, il va s'enrichir, enfin, ce qui va être plus léger va s'évaporer en premier, l'azote, et derrière, il va s'enrichir en oxygène au fur et à mesure. Donc normalement, à un moment, on devrait s'approcher d'un oxygène quasi pur. Là, je ne sais pas combien on est exactement, mais... On va zoomer un peu. 15. On va passer sur le temps que ça se passe, parce que ça prend quelques minutes. Le temps d'avoir un oxygène vraiment, parce que donc, les entrées thermiques sont ce qu'elles sont. Donc là, on voit un diagramme qui nous montre un peu tous les composants principaux de l'air. Ici, vous avez l'azote, donc 78%, 21% d'oxygène. Un qu'on oublie souvent, c'est l'argon. Par défaut, nous, on va le mettre avec l'azote parce que c'est un gaz qui est neutre, qui ne réagit pas. Mais alors, si vous voulez de l'argon, on peut vous en vendre aussi. Hein, on en produit aussi en grosse quantité. Et donc, celui qu'on voit qui se détache des tout derniers, des poussières, c'est le CO2. Donc on a vu, il va se condenser ici aussi. Et lui, donc, il est à 400 ppm aujourd'hui, ça augmente un petit peu tous les ans. Et ce que montre ce vieux graphique, c'est donc ce que je vous expliquais, c'est l'azote. Alors ici j'ai ma pression, ici j'ai ma température, et l'azote est plus froid. Ensuite j'ai l'air, l'argon et l'oxygène. On voit aussi que l'argon et l'oxygène sont très proches l'un de l'autre, et pour nous ça va être un sujet aussi, pour séparer donc l'argon de l'oxygène. En attendant, est-ce que nos températures, du coup, Alors, tu veux qu'on présente ça aussi? La température. Ouais. Donc là, on est en train d'enrichir, on se rapproche du moins 186, qui est celui de l'oxygène, donc on a un petit décalage par rapport aux valeurs exactes. Mais... Nous, on présente ça comme ça. Alors ça c'est un diagramme de distillation. On a la température à gauche, en bas,
Donc l'axe de gauche, c'est la température. On a deux courbes qui sont les courbes pour le liquide et le gaz qui sont en équilibre. Donc deux courbes qui vont indiquer à quelle température est le liquide et le gaz en équilibre. Donc à différentes concentrations d'oxygène. Donc typiquement à 21% d'oxygène, c'est l'air qu'on respire. Quand on va se condenser, on arrive avec de l'air gazeux à 21%. On va avoir du liquide ici, donc sur la courbe d'équilibre du liquide, qui est à quasiment 50% d'oxygène. Donc nous on l'appelle le liquide riche en oxygène, parce que c'est d'abord l'oxygène qui nous intéresse. Et donc souvent l'erreur qu'on a, c'est qu'on voit, quand on voit le liquide se condenser ici, on va dire c'est de l'oxygène, parce qu'il va commencer à se comporter plus comme de l'oxygène, mais il y a encore des étapes à voir par la suite. Et nous maintenant, ce qu'on fait dans ce tube, c'est qu'on va monter le long de cette courbe de liquide, on va enrichir, au fur et à mesure que l'azote s'évapore, on va enrichir en oxygène le long de cette courbe, et c'est pour ça qu'on voit la température aussi remonter. Voilà, doucement mais sûrement. Jusqu'à normalement à peu près moins 183 degrés, à la précision près du thermocouple qui était de 1 ou 2 degrés, en l'occurrence. Moi j'ai l'impression que je commence à le revoir bleu, donc c'est presque, peut-être qu'on y est presque. Oui, alors il y a un mythe qui court. Moi ça fait 2 ans que je suis chez Air Liquide, je ne suis pas sûr encore de l'avoir vu, mais l'oxygène serait bleu. Les anciens, Frédéric Cressac l'a vu plusieurs fois, paraît-il. Et c'est un peu comme le rayon vert, je crois. C'est pas très clair. On va essayer de vous le montrer tout à la fin. Alors, d'ici, si on enlève un peu de givre et qu'on accélère un petit peu, alors on peut éventuellement, si on y croit vraiment, se dire que c'est un petit peu bleuté. Quand même, hein. Là, c'est pas mal. Surtout avec moi derrière, en fait. Ouais, surtout avec ton truc lunaire. Ouais. Si je me décale, est-ce qu'on y croit ou pas? On devrait en avoir le cœur net à la fin, j'espère. Voilà, à la fin, normalement, on va essayer de refaire cette expérience sur un petit peu plus grande échelle. Un petit peu plus grande échelle. Et vous convaincre du bleu de l'oxygène. Alors là, pour l'instant, on a essayé le test de la température, le test visuel qui n'est pas très concluant. Un dernier test, peut-être pour voir si c'est de l'oxygène. Un dernier test, je pense qu'il faut qu'on attende un petit peu. Tu penses attendre encore un peu? Ouais, je vais déblatérer encore un petit peu, puis après on fait le test. Ok. Un peu plus visuel, on vous l'a promis. Donc à la fin, ce qu'on va vous montrer, mais ce qu'on peut comprendre à partir de ces courbes, ils m'ont caché ma courbe. Ce qu'on peut comprendre à partir de ces courbes, c'est que si on laisse le mélange s'évaporer assez longtemps, on va arriver à ce point-là, donc avec un mélange qui va être très pur en oxygène. Manque de peau, ça va être très pur en oxygène, mais il n'y en aura quasiment plus parce qu'on a laissé tout s'évaporer. En d'autres termes, au fur et à mesure qu'on laisse le liquide s'évaporer, il y a évidemment plus d'azote que d'oxygène qui s'évapore, parce que l'azote est plus volatile, mais il y a quand même un peu d'oxygène. Et voilà, si on veut une pureté, si on veut un oxygène très pur, et il faut qu'on récupère très très peu de liquide. Et ça, évidemment, ce n'est pas très raisonnable, d'un point de vue industriel notamment. Mais donc la distillation, en fait, c'est un tout petit peu plus malin que ça. Ça revient à dire que cette vapeur, au lieu de la laisser s'échapper, on va la récupérer et la recondenser. Ou à l'inverse, le liquide, on le met en équilibre avec sa vapeur, donc le liquide s'enrichit. Ça, c'est ce qu'on a fait sur le cône au tout début. Okay. Et peut-être faut faire le test. Ouais. Là, j'ai encore un peu de liquide, mais... Allez, donc, du coup, petit intermède. Alors, on va mettre les lunettes quand même. Donc, un moyen de tester si on a une atmosphère riche en oxygène, c'est d'utiliser une allumette. Donc, si, évidemment, je mets une allumette dans une atmosphère avec très peu d'oxygène, comme ici, c'est vapeur d'azote, l'allumette s'éteint, on n'a plus d'oxygène. Et donc, à l'inverse, ce qu'on espère, c'est que si on met une allumette dans l'oxygène, limite, laisse-la poser sur le tube. Oui, ok. Comme ça permettra de mieux... Et je vais même essayer de ne pas tricher du tout, c'est-à-dire que je vais faire un petit peu de braise. C'est l'autre, hein. C'est pas... Ouais, si, c'est ça. Oui. Je voyais l'autre. Hein. Et puis voilà. Parfait. Et non seulement ça se rallume, mais ça fait vraiment une combustion très violente. Et donc, soit dit en passant, ça c'est un des vrais problèmes qu'on a dans les usines. C'est-à-dire que dans les usines, l'idée c'est d'obtenir en très grande quantité de l'oxygène le plus pur possible. Et donc au
concentrations d'oxygène auxquelles on travaille, même si on est à moins 200 degrés dans la plupart de l'usine, des matériaux tels que l'aluminium fin, et on va vous montrer que l'essentiel de nos usines sont construites en aluminium fin, en fait, prend feu dans l'oxygène. Donc il y a beaucoup de travail qui est fait chez nous sur la sécurité, à la fois sur les conditions dans lesquelles on n'a pas de problème de sécurité, et puis sur comment est-ce qu'on élimine la première étincelle qui pourrait mettre le feu aux poudres, si on peut dire. Et donc, beaucoup de sujets transverses, pas seulement de physique, de chimie, d'instrumentation, de ce genre de choses. Et donc, si on en revient à la distillation, le truc malin, c'est de se dire qu'on récupère la vapeur et le liquide et on refait, si on veut, cette distillation, mais en volume fermé. Donc, si je reprends le départ du cône, comme vous a montré mon camarade Michael, je suis parti avec ici une concentration en oxygène dans l'air de 0,2. En le liquéfiant, j'ai concentré la phase liquide jusqu'à peu près 50% en oxygène. Maintenant, je vais reprendre cette phase liquide, je vais la vaporiser, c'est ce que je fais ici, puis je vais la recondenser. Et donc les deux phases vont se séparer si je suppose que je suis à l'équilibre, en une phase vapeur avec un peu plus d'azote, parce que l'azote est plus volatile, et une phase liquide avec un peu plus d'oxygène. Et ici, la phase liquide, si vous suivez ma souris, elle arrive à presque 80% d'oxygène. Je recommence et j'arrive à 92% d'oxygène. Je recommence et j'arrive peut-être à 99%. Donc, chaque étape, on appelle ça dans le jargon un plateau théorique parce qu'on suppose qu'on a un équilibre parfait. Et une illustration, quelque chose qu'on pourrait quasiment construire, c'est ce qu'on a à gauche, où dans chaque récipient, on fait ce plateau théorique. Et au bout de 5 plateaux théoriques, on a un oxygène qui est relativement pur. Et le truc intéressant, c'est que on peut aller à des puretés arbitraires avec ce principe. Il suffit à chaque fois de reprendre le liquide et de le remettre en équilibre avec de la vapeur. Parce que ça se passe bien avec l'oxygène et l'azote, quoi. Oui, alors c'est relativement facile avec l'oxygène et l'azote parce qu'on a vu qu'ils étaient bien séparés. Si vous vous souvenez, avec l'argon, par exemple. Mais on voit déjà, l'argon, par exemple, il y a déjà, dans le haut de la courbe, il ne reste plus d'azote et on a déjà ce petit genou. Et puis vous savez, alors j'ai vu des gens réagir, qu'il y a des binaires où ça ne se passe pas si bien, où il y a un moment les groupes se croisent. Mais bon. Voilà. Et donc, en fait, on peut faire un tout petit peu plus subtil, c'est-à-dire que dans le schéma de gauche, on a ici de la vapeur relativement chaude qu'on condense pour la faire aller à l'étape du dessus, et puis du liquide qu'on réchauffe. Et on va faire un petit peu plus froid que la vapeur qu'on réchauffe. En fait, on va tout simplement combiner les deux opérations. Et donc, on a juste besoin de chauffer le mélange liquide en bas, de condenser le mélange gazeux en haut, et par ce biais de récipients en cascade, on peut réaliser une distillation, au moins théorique. Petit truc contre-intuitif, en distillation, le plus froid est en haut. C'est bon. Nous, on travaille à des températures négatives, donc ça nous tromble pas trop. Ouais. Et donc, en pratique, Michael va vous montrer les premières réalisations, jusque dans les années 50 peut-être, non, 70 même. C'était pas cette génération-là, mais voilà. Jusqu'à dans les années même 80, on utilisait des plateaux de distillation chez Air Liquide. Donc les premiers se présentaient comme ça. Alors c'est déjà une petite œuvre d'ingénierie et puis aussi de chaudronnerie. Donc on a un niveau liquide qui se crée. Ça va être dans cet espace que va se faire notre alambic qu'on a schématisé juste avant. Donc il va y avoir un peu de liquide qui va descendre du dessus, faire un niveau et puis déborder dans le trou que vous voyez ici. Et puis ensuite revenir à l'extérieur, à l'étage en dessous où je vais retrouver le même plateau. Il arrive à l'extérieur et revient vers le centre. Bon, c'est une des conceptions, il peut y en avoir plusieurs. Et le gaz, lui, va passer à travers des petits trous. Et le contact entre le liquide et le gaz, là où ils vont échanger, se mettre en équilibre, ça va se faire sur ce plateau. Puis un plateau qui marche bien, idéalement, il va jusqu'à l'équilibre.
d'où cette appellation plateau théorique, le plateau où se fait l'équilibre entre la distillation, enfin pour la distillation. Donc on a un niveau. Alors, ensuite, bon, l'idéal, c'est qu'il y ait un maximum de ces plateaux pour avoir un maximum d'échanges. Et puis, vous voyez bien qu'il y a une compacité. Voilà, on a un petit niveau de liquide. Le plateau prend une place, il a un encombrement. Et puis, il va faire aussi beaucoup de pertes de charge pour le gaz. C'est-à-dire que le gaz va perdre de l'énergie à traverser le plateau, puis le liquide. Donc, l'étape suivante, ça a été de passer au garnissage de distillation. Donc ça, c'en est un exemple. Et là, cette fois-ci, le contact se fait plus par étages successifs, mais en continu, avec le liquide qui va ruisseler sur toutes les plaques et le gaz qui va passer à contre-courant. Alors cette fois-ci, c'est un peu plus subtil parce que l'équilibre, il n'est jamais complet. Alors on va parler, nous, on n'a pas envie d'être perdus. On aime bien les images des plateaux théoriques, donc on va parler de hauteur équivalente à un plateau théorique. C'est comme ça qu'on va regarder l'efficacité d'un garnissage. Et alors le garnissage, le dilemme, c'est qu'on va vouloir le plus de surface possible pour qu'il y ait beaucoup d'échanges entre le liquide et le gaz. Mais d'un autre côté, plus on mettra de surface, plus le gaz va perdre donc de l'énergie à traverser la colonne. Et puis il y a un stade où le gaz ne peut plus passer. Donc nous, ce qu'on appelle l'engorgement, c'est-à-dire que des gouttes de liquide vont être entraînées par le gaz. Donc ça a une capacité limitée. Il faudra jouer sur ce qui se passe au niveau de la géométrie fine de ces garnissages. Donc ça reste un sujet d'étude. Ça paraît relativement simple comme objet. C'est des tôles pliées les unes contre les autres. On va en mettre un comme ça, un comme ça, un comme ça. Mais voilà, on a deux phases. Donc rien que ça, c'est déjà compliqué. La géométrie est relativement complexe. Il y a les questions d'échange de matière, de chaleur, entre les deux phases, puis des phases qui peuvent être turbulentes. Bref. Donc beaucoup d'expériences encore, et c'est d'ailleurs la première image qu'on vous avait montrée. À gauche, donc une vieille colonne en cuivre, et puis à droite, donc des garnissages, ça c'est industriel. Voilà. Bon, donc cette fois, on a vraiment terminé la présentation. On vous a présenté la distillation, du coup, non? Sauf qu'on a triché. En fait, on a triché vraiment beaucoup. On a enlevé la partie la plus difficile, qui est de produire le froid originellement. En fait, c'est ça qui est compliqué. La distillation, on fait ça, je sais pas, j'imagine depuis des millénaires, pour produire des alcools à différentes teneurs. Mais en fait, ce qui est difficile avec la distillation de l'air, c'est qu'il faut d'abord tout refroidir. On l'a vu à peu près moins 180, moins 200 degrés. On ne va pas chipoter. Et du coup, la deuxième partie, ça va être un petit peu sur la génération de froid, comment on fait du froid, ou comme on dit chez nous, comment on produit des frigories. Donc ça, c'est une unité dont vous avez, je pense, jamais entendu prononcer le nom. Donc c'est juste simplement l'inverse d'une calorie. Voilà. Et alors, s'il y en a qui rigolent, notamment des physiciens, moi j'ai entendu quand j'étais jeune et que j'ai fait des cours de thermodynamique, la négantropie. C'est pas beaucoup mieux. Alors, donc, on a tous fait l'expérience, hein, on gonfle une pompe à vélo et puis la pompe devient très chaude. Et donc on se dit, symétriquement, pour faire du froid, on va détendre un gaz. Donc c'est ce que vous a préparé là, une petite manip, juste pour que tout le monde soit d'accord que ça fonctionne bien. Là, j'ai une bouteille à quelques dizaines de bars. Donc, bouteille à quelques dizaines de bars, sous pression. Ça arrive dans le circuit. Ici, on a simplement une vanne pour faire une détente. Tout ce qui est de plus simple. Et on mesure la température, la différence de température, c'est ce qu'on affiche sur le graphe. Entre la sortie, ici, on a un petit thermocouple, et puis l'entrée, ici, donc entre avant la vanne et après la vanne. Si on voit la courbe monter... Si on voit la courbe monter, c'est que la température du gaz a augmenté en passant la vanne, en se détendant. Donc on a dit de quelques dizaines de bars à la pression atmosphérique. Et si on voit la courbe descendre, c'est au contraire que le gaz s'est refroidi. Et donc, devant vos yeux ébahis, on ouvre un petit peu la température. Et tout se passe... La vanne, pardon, ouais, c'est ça. Et tout se passe pas du tout comme prévu. La température augmente. Mickaël, qu'est-ce que tu m'as bricolé? Écoute, là je suis un peu paumé, il y a des bouteilles partout. Là je t'ai branché sur l'hélium. Il a pris la mauvaise. Il a pris la mauvaise. Bon, oubliez. Non, là on est très mauvais en acteur. Par contre, on n'a pas fait complètement n'importe quoi.
Et ça, c'était juste pour vous montrer que cette conception simple que quand on détend, on refroidit un gaz, ça ne marche pas tout le temps. Et donc avec ce gaz-là, qui est de l'hélium, ça ne marche même pas du tout. Alors, heureusement, avec un gaz plus usuel, comme l'azote. Quelques bars. Ouais. Pareil, quoi, quelques dizaines de bars, comme on a dit tout à l'heure. 50. Alors là, ça... Attends, alors... Je pense que tu n'as pas ouvert la bouteille. Oui, alors forcément. Vas-y, ouvre. Oui, effectivement. Voilà. Donc là, on est un petit peu plus, on Là, est ça quand même marche un peu un peu plus mieux. satisfait. Donc il y a un petit régime transitoire qui est, bon, on ne comprend pas tout à fait, pour vous dire la vérité. Mais en tout cas, au bout d'un moment, on a quand même une température qui est plus faible que celle avec laquelle on était parti. Hein. C'est vraiment que le débit, c'est un peu plus fort. Et c'est typiquement de l'ordre de quelques degrés. Et donc là, on se dit, bon, on n'est pas encore rendu à... Je vais éteindre si tout le monde est convaincu. On n'est pas encore rendu à liquéfier de l'air à moins 200 degrés en faisant 2 degrés de différence de température avec 50 bars. Et en fait, on va vous montrer que si, il y a des astuces pour le faire quand même, mais effectivement, ce n'est pas la manière la plus efficace. Et ça, on s'en rendait quand même assez bien compte parce qu'on se dit, bon, un coup ça marche, un coup ça marche pas, il y a quelque chose de bizarre. Le coup de la pompe, ça marche à tous les coups. Et ouais, donc voilà, l'explication est là. La réponse est là. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Donc voilà, ça c'est en général. Vous, ça vous inquiète, moi ça me rassure. Quand j'ai ce tableau, je dis il y a tout dessus. Bon, j'ai simplifié un petit peu. Donc ce qu'on a fait là, c'est ça. Hein. Alors, je vous présente un peu. Ça c'est un diagramme enthalpique. Donc ce que j'ai ici, c'est une représentation de l'énergie qu'il y a dans mon gaz. Et ce qu'on va faire dans cette détente, c'est on ne va pas changer fondamentalement l'énergie qu'il y a dedans. Il y a le gaz qui arrive sous pression et on le détend. On n'a pas chauffé, on n'a pas refroidi, on n'a pas mis de l'énergie mécanique dedans non plus. Donc on va descendre tout droit, suivant sur l'abscisse, on descend tout droit. Et en face, alors ici j'ai la pression en mesure logarithmique, hein, donc là on est descendu de 50 bars. 50 bars ici. Voilà. Ouais, merci. Et les petites courbes que vous voyez qui font des beaux S, là, c'est des températures. Donc, vous voyez, ici, on est passé de 50 à 1 bar. Et on a passé une unité, c'est-à-dire qu'on a gagné 10 degrés. Donc, dans le meilleur des cas, sans entrée thermique, etc. Bon, c'est déjà ça. On a vu qu'on pouvait peut-être l'utiliser pour aller plus loin. Au début, c'était comme ça qu'on faisait. Avant que l'oxygène, ça devienne un vrai procédé industriel, il y avait un premier procédé qui permettait de faire de l'air liquide comme ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Mais alors, ce qui est intéressant aussi à voir là-dessus, c'est que les courbes sont de plus en plus droites, les températures elles sont de plus en plus droites quand on s'approche des basses pressions. La pression ici. Et là, c'est quand on... peut-être que quelques-uns sont familiers du modèle des gaz parfaits. En fait, plus on baisse la pression, plus on s'approche de ces gaz parfaits. Et les gaz parfaits, c'est des gaz où il n'y a pas d'interaction entre les particules, à part des chocs élastiques. Donc, voilà, c'est comme si elles étaient reparties dans l'autre sens. Et en fait, on comprend bien que pour le cas des gaz parfaits, quand on cherche pas à apporter de la chaleur ou à enlever de l'énergie, la température qui est le reflet de ces mouvements de particules, elle va pas bouger. Donc là, on va avoir des droites. Jusqu'ici, ça se passe bien. Donc en fait, finalement, cette détente, pour le faire bien, on dit isenthalpique. Cette détente isenthalpique, ça va pas être on sent que ça va pas être très efficace parce qu'on va pas retirer vraiment de l'énergie au gaz, littéralement. On va juste faire un transfert entre son énergie cinétique et son énergie potentielle. Qu'est-ce que je vous raconte? On a vu que pour les gaz parfaits, il s'agit juste, toute leur énergie, c'est de l'énergie de mouvement entre chacune des particules. Pour un gaz qui n'est pas parfait, on va rajouter des interactions qu'on aime bien réunir toutes sous le nom d'interaction de Van der Waals. C'est-à-dire, Van der Waals, c'est le premier à dire
le gaz, en fait, il n'est pas vraiment parfait. Voilà. Et là, il met son nom sur le fait qu'entre les interactions, il y a par exemple, une attraction. C'est ce qui se passe ici. Si les molécules s'attirent, en les détendant, elles seront plus loin, et donc leur énergie potentielle va augmenter. Donc, si on n'a pas changé l'énergie au global, ça veut dire qu'il va y avoir un transfert de l'énergie cinétique vers l'énergie potentielle, d'où une baisse de température. Et ce qui s'est mal passé avec l'hélium, c'est qu'il y a un moment où ça peut s'inverser. C'est-à-dire que là, on avait une énergie potentielle d'attraction qui pousse les molécules à se rapprocher, mais pour l'hélium, l'hélium à la pression atmosphérique et aux conditions normales, là, j'ai encore de l'air, en fait. Plus on va monter la pression pour un gaz comme l'air, plus ce qui va prédominer, ce n'est pas cette énergie d'attraction, mais plutôt de répulsion. Et donc le phénomène va être inverse, on va avoir l'inversion de la Joule-Thomson, ce qu'on a observé avec l'hélium, à partir d'une certaine pression très élevée. Donc on va, en tout cas pour l'air, on va avoir le phénomène inverse. Donc voilà, on n'a pas envie de se retrouver dans ces zones-là. Et bon, l'idéal, c'est de se retrouver vers les 100 bars. Là, on voit qu'on a des températures qui ne sont plus vraiment dans le sens de l'enthalpie. Là, on va pouvoir refroidir pas mal. Par contre, on est très haut en pression, donc il faut de l'énergie pour aller là-haut. Tout ça n'est pas donc idéal. Je présente. Voilà, comme tu veux. La meilleure solution, donc on l'a bien senti, il y a deux choses. Il faut qu'on retire de l'énergie à ce gaz. Soit on va le refroidir, mais bon, refroidir, c'est ce qu'on veut faire à la fin, donc on ne va pas prendre un truc plus froid qu'on aurait avec une génération spontanée. Il faut bien au début qu'il y ait quelqu'un qui fasse du froid. Soit on va lui enlever de l'énergie mécaniquement. Et en fait, on avait triché aussi avec l'histoire de la pompe. On vous a dit la pompe, elle chauffe, donc nous on va détendre et ça va refroidir. Sauf qu'on n'a pas détendu de la même manière. En fait, là on n'a pas détendu en enlevant de l'énergie avec du travail, c'est-à-dire avec de l'énergie mécanique. Alors là ici on a on l'avait appelé marteau-piqueur. C'est un marteau pneumatique. Hein, un marteau pneumatique, on va brancher sur la bricolage. Je crois que je l'avais ouvert. Ah, c'est ouvert ça? Oui, je l'avais ouvert Pardon. tout à l'heure. Ouais. Il y a un instant. Donc le voici. Et pareil, tu l'as rebranché ou pas du coup? Oui, là c'est bon normalement. Alors pour sauvegarder à la fois le matériel et vos oreilles, on va travailler qu'avec 4 barres de différence de pression. Donc ici j'ai réglé mon détendeur. Donc voilà, même schéma, on a une prise de température en amont et une prise de température en aval. Alors la sortie d'air du petit marteau pneumatique, elle est ici. Et on voit afficher la différence de température. Et donc là, à l'erreur de mesure sur les thermocouple, c'est à peu près 0. C'est de l'ordre de 1 degré. Ça monte un peu, je pense, parce que Mickaël doit avoir sa main chaude, sur la main chaude. Mais voilà. Donc si je le démarre, pas beaucoup de... Attends, c'est parce que... J'ai compris. Vas-y. Ah, tout de suite. On n'est pas très très bas. Hein. Non, je pense que c'est le détendeur passe pas beaucoup de débit en fait. T'es combien? En fait, donc on est qu'à 1 bar de surpression. Ah oui, c'est voilà. ça. Donc on ne le fait même pas à 5 bars, on le fait à 1 bar et on obtient déjà quelque chose de l'ordre de 2 degrés. Et ta bouteille est vide ou? Non, je pense que c'est vraiment juste le détendeur qui... Ah oui, zut. Bon. Et alors, ce qu'on peut vous montrer, c'est qu'en échangeant, en sortant de la... Elle est où la planche? Voilà. Normalement, alors en espérant que ça marche, si j'utilise plus d'énergie mécanique, je devrais refroidir davantage. Et là, si, ça marche bien là. Si, ça marche un peu. Ouais. Ah oui, si, ça marche. Ouais. Et pourtant, il n'est pas à puissance max. Hein. Voilà, donc 2 choses qu'on voulait vous montrer pour ceux qui n'auraient pas entendu quand Mickaël parlait avec le bruit du marteau-piqueur. C'est que d'une part, on fait baisser la température, on va dire 2 degrés avec 1 bar de différence de pression. Avec 1 bar de différence de pression, dans l'expérience précédente, on ne verrait vraiment rien du tout. Et d'autre part, et c'est ces courbes-là, hein, quand on augmente l'énergie, le travail qu'on fait fournir au gaz, en appuyant avec le marteau-piqueur, eh bien, on baisse cette delta T. Ce n'est pas du tout négligeable. Hein. On a généré une différence de température qui est quasiment le double de celle quand on faisait juste fonctionner le marteau pneumatique.
à vide. Et donc si on veut mettre évidemment un graphique sur ces choses-là, eh bien, le mieux qu'on puisse faire en termes thermodynamiques, c'est une détente isentropique, en enlevant le travail. Et pour ceux qui savent ce que ça veut dire, ils ont beaucoup de chance. Et pour les autres, en fait, c'est ces courbes-là. C'est pour ça que les diagrammes sont compliqués, c'est parce qu'il y a vraiment tout dedans. Et donc c'est cette courbe-là qu'on a tracée en violet. Et on voit que la meilleure détente qu'on puisse faire à travers une machine, avec 10 fois moins de différence de pression que ce qu'on avait avant, c'est-à-dire avec 5 bars au lieu de 50 bars, eh bien, on génère une différence de température qui est 10 fois plus importante. Donc à peu près 100 degrés au lieu de 10 degrés. Et ça, soit dit en passant, c'est une des vraies avancées qu'a apporté Georges Claude au procédé de liquéfaction de l'air. C'est l'utilisation des machines pour extraire de l'énergie, du travail, de l'air, et donc le refroidir beaucoup plus efficacement. Et c'est aussi l'intégration de ces machines aux températures cryogéniques qui posent énormément de problèmes, notamment de lubrification. Et donc si on revient un tout petit peu, donc dans tous les cas, que ce soit, on va dire, 10 degrés ou 100 degrés, de toute façon, ce n'est pas tout à fait assez pour liquéfier de l'air à moins de 200 degrés. Tout le monde sera d'accord. Et en fait, ce n'est pas très très grave, parce qu'en utilisant un échangeur de chaleur, eh bien, on peut, même avec une petite différence de température, en y allant comment dire, quasiment pas à pas, en ajoutant cette différence de température, on peut en fait arriver à des températures très faibles. Et donc ça, c'est le dispositif qui vient d'être monté, qu'on vient de monter là, qui est un dispositif de démonstration, dont on a une photo ici. Hein. Et donc, à l'intérieur, comment ça marche? On fait rentrer du gaz à assez forte pression, de l'ordre de 150 bars. On va le détendre ici dans une vanne. Tu peux le lancer, je pense. Oui. On va le détendre dans une vanne. Donc, exactement le dispositif qu'on vous a montré tout à l'heure. Donc, on va générer une delta T de l'ordre de 10 degrés, 15 degrés, quelque chose comme ça. Donc, une différence de température. Mais ensuite, le gaz qui va sortir, au lieu de le relâcher à l'atmosphère comme on faisait, on va être plus malin. On va lui faire échanger ses frigories, ou son froid si on veut, avec le gaz qui descend. Et le temps que Michael mette l'appareil en marche. Et donc, si on imagine qu'on fait ici une différence de température de l'ordre de, ici c'est 30 degrés, à travers cette vanne, au début on a, mettons, 20 degrés en entrée, 20 degrés au niveau de la vanne, moins 10 degrés à peu près juste après la vanne. Ces moins 10 degrés, ils vont servir à refroidir le gaz qui vient. Donc un tout petit peu après, un tout petit peu au temps juste après, on va avoir ici toujours 20 degrés, mais en bas de l'échangeur, on va avoir moins 10 degrés quasiment la température qu'on avait avant. Et donc de moins 10 degrés, on redescend la température à travers la vanne, etc., etc., etc. Et donc quasiment, on peut dire, de proche en proche, on peut comme ça réussir à faire du froid. Et c'est ce qu'on vous montre là, juste un tout petit aperçu. C'est bon que j'ai pris? J'ai pris pas le bon. J'ai pas pris le bon. Si, c'est bon, je pense. Attends, je regarde si je suis. De la température. On voit ici qu'on est déjà à des températures de l'ordre de moins 20, moins 30 degrés, ici, là où est ma flèche, et qu'on continue de baisser. Et donc, si on attend assez longtemps, on va arriver à des températures de liquéfaction. On espère. Donc peut-être le temps que ça refroidisse, et après on verra le liquide. Mais le temps que ça refroidisse, on peut revenir peut-être à notre fameux diagramme et essayer de rationaliser un peu ce qui se passe. Donc si on part d'une bouteille à peu près 150 bars ici et 20 degrés, dans notre échangeur, l'air va se refroidir jusqu'à, mettons, moins 110 degrés. Ça, c'est la température à l'entrée de la vanne.
Dans la vanne, on génère du froid en détendant. Encore une fois, ici, c'est moins 200 degrés. Donc c'est atteignable avec cette détente de Joule, c'est-à-dire sans travail extérieur. Mais c'est beaucoup moins que ce qu'il faut pour liquéfier de l'air à partir de 20 degrés, évidemment. Et donc, on génère ici le froid. On arrive dans cette zone, cette lentille là, qui est en fait la zone où on va séparer en une phase liquide et une phase vapeur. Donc, on génère un peu de liquide à cette température-là et un peu de vapeur. Et en fait, pour ce procédé, plus de vapeur que de liquide, plus de gaz, pardon. Voilà. Et le gaz qui n'a pas été liquéfié sert à refroidir le gaz qui rentre, et donc sa température augmente dans l'échangeur à contre-courant du gaz qui rentre. En fait, on voit un peu le liquéfacteur couché là sur ce diagramme. Exactement. L'air rentre au-dessus et ressort au-dessus. Et puis le liquide devrait arriver en bas. Je ne sais pas à quelle température on est maintenant. Je vais te dire ça tout de suite. Donc là, on arrive à moins 120 degrés. C'est pas encore hyper... Et donc, on s'attend pas tout à fait à avoir moins 190 degrés au niveau de l'endroit où on fait la mesure, mais une température de l'ordre de moins 150, je crois, quand on avait fait les essais. Ça, c'est de l'azote. Ouais, du coup, on les fera. C'est voilà, ça change un petit peu les températures, choses comme ça, mais ça, c'est vraiment le même principe. Et donc, on va y arriver bientôt. Pardon ? Et du coup, peut-être on peut mettre la vidéo sur le... Est-ce que suspense, est-ce qu'on va avoir de l'azote alors? On est à combien là? On est à moins 150. Moins 150, on peut... Est-ce qu'on peut mettre le projecteur sur l'appareil? Ouais, super. Merci. Alors c'est un vase calorifugé, mais il y a une petite vue là. Alors donc il y a une petite comment on appelle ça? C'est recouvert de métal pour limiter les entrées thermiques. Et là il y a une petite vue, on devrait voir quelque chose. Ouais, on voit du liquide. Vous voyez le frémissement? Ouais, tu as raison. Ouais. Le frémissement, ça c'est du liquide. Ouais, donc il va se mettre en froid. Hein, donc devant vos yeux ébahis, avec une simple bouteille, et littéralement, donc ça c'est joli parce que ça a été fait il y a longtemps, il y a des cadrans dorés, tout ça, mais en fait c'est un tube en serpentin essentiellement, et puis une vanne. Donc avec quelque chose de très simple, et on arrive à liquéfier de l'air. Et c'est comme ça que les premières distillations de l'air ont été faites. Voilà. Ça vous a convaincu? Et donc, autre chose intéressante, on voit que là, la température, si on peut revenir sur mon ordi, elle s'est stabilisée à partir du moment où on commence à liquéfier. On ne descend plus la température, on a un régime stationnaire et on est à une température, comme je vous disais, de l'ordre de moins 150 degrés, un peu plus froid. Après, ça dépend exactement où on place la prise de température, mais de l'ordre de moins 150 degrés. Voilà. On est satisfait de ça? Moi, ça me va, ça vous va? Donc, alors, on vous avait promis peut-être qu'on verrait le bleu de l'oxygène. Donc, avant de conclure pour de vrai, on va essayer de refaire l'expérience qu'on a faite de distillation, qu'on appelle la distillation batch, dans le tube à essai, où on laisse simplement s'évaporer le liquide pour le concentrer en oxygène. On va essayer de la refaire à plus grande échelle. Donc ce qu'on a préparé tout à l'heure, c'est de l'air, là c'est de la vraie air liquide. C'est-à-dire qu'on a pris un mélange à 20% d'azote, 20% d'oxygène, 80% d'azote, duquel on a simplement enlevé l'eau et le CO2, donc quelque chose de pur. On l'a passé dans un bain d'azote liquide pour le liquéfier. Donc là, on n'a pas du liquide riche, si vous vous souvenez ce que c'est. On a du liquide à 20% d'oxygène. Et
Et donc on va le mettre sur de l'eau et l'eau elle va apporter la chaleur pour qu'il s'évapore. Et en même temps il va nous aussi faire l'isolant thermique pour qu'on puisse voir quelque chose. Et ça c'est juste un support en métal. Tiens, pas de triche. Voilà, et donc ça c'est notre air liquide sec. Là finalement on a quand même pas mal de liquide riche mais bon, il est sale. Il y a du CO2 dedans. On va presque plus le faire. Alors moi si je vais peut-être mettre mes lunettes, parce que ça va bouillir un peu au début. Alors il se passe beaucoup de phénomènes physiques, on ne prétend pas tous les expliquer. Le premier truc c'est que ça... Du coup, on peut mettre le... Ah, il faudrait que vous filmiez hein, quand même. Ouais, super. Parce que là ça va être beau normalement, si on ne se rate pas. Putain, cette galère c'est long. Hop. J'essaie d'en mettre assez. Je pense que t'es bien. Ouais. Voilà, j'ai un petit... Donc là, je ne sais pas ce que vous voyez, mais moi, ce que je vois... Donc on a notre niveau d'eau, par-dessus un niveau de quelque chose, et donc moi, je prétends que c'est mon air liquide. Alors en fait, entre les deux, il y a une lamelle d'air, hein, c'était ce que je vous ai appelé la caléfaction, donc il y a l'air qui va s'évaporer, il va laisser il va faire l'aéroglisseur par-dessus l'eau, en fait. Et là, au fur et à mesure, donc s'évapore, on va dire, d'abord mon azote. On pourrait refaire le test de l'allumette. Et je vais m'enrichir au fur et à mesure en oxygène. Donc là, j'ai mon allumette. Elle s'éteint. Bon, accessoirement, il y a de la glace qui se forme, il y a de la fumée. Alors ce brouillard, voilà. La Si vous avez une explication dans le détail de ce qui se passe, on est preneur. Mais bon... Mon air liquide se réchauffe et on voit en plus se déformer la surface en dessous. Oh là là, si vous voyez ce que je vois, c'est beau. Hein, mais... la surface du dessous donc, va être déformée par l'ébullition et le poids de l'air liquide dessus. J'aurais presque envie d'en rajouter. Ouais, je pense que ça va aller là. Comment ça va aller? Donc au fur et à mesure, on devrait voir... Alors ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que l'azote liquide est plus l'azote liquide est plus léger que l'eau et l'air liquide du coup a à peu près la même densité. Par contre, l'oxygène liquide lui est légèrement plus lourd que l'eau, il est plutôt à 1,15 de densité, 1,10, 1,15. Et donc normalement, on devrait commencer à voir quand ça va se concentrer en oxygène liquide des choses intéressantes. Je vous laisse un peu de suspense. J'ai toujours un peu de liquide, j'ai de plus en plus de glace. Là, on a l'impression que ça s'est un peu calmé au-dessus. Et la surface en dessous, est-ce qu'elle commence déjà à se déformer? Est-ce que tu me... Oui. Ouais. Donc là, on voit le poids de l'oxygène déjà. Hein. Et alors, je ne sais pas vous, mais moi, je commence à le voir bleu. Mais... Pardon. Alors là, ça descend bien. Hein. Des fois, on ne sait pas trop ce qui est du désir. Parce que la lumière est jaune, hein, donc ça aide pas à voir le bleu. Hein. Ah, là, ça commence à être... Moi, je pense que le test de l'allumette, c'est quand même vachement plus parlant que le test tu as du bleu. raison. Bah, et à la limite... Donc là, on voit que... Là, elle brûle plus, quoi. Voilà. Donc, tu l'éteins, tu la remets Voilà, là. Voilà. Vous voyez, là, les gouttes d'oxygène voilà, qui descendent et qui vont jusqu'à toucher en bas. Voilà. Vous les voyez bleus, hein? Ah, ça, c'est bleu, là, oui. Alors... Voilà, c'est ça qu'on voulait vous montrer. Donc voilà, c'est de l'air et de l'eau dans un verre, hein, rien d'extraordinaire. Ouais, on voit vraiment le poids qui va lutter contre l'évaporation. Ouais, alors je pense que c'est de l'oxygène liquide qui va être entouré de ce niveau de caléfaction et puis de l'eau autour. Voilà. Et là on a à peu près tout évaporé, je pense que c'est bien concentré en oxygène maintenant. Vraisemblablement. Ah, éventuellement c'est vrai qu'on aurait pu jouer à ça, mais on n'a pas d'aimant, ouais, c'est une bonne idée. Voilà. Vous avez vu la vitesse à laquelle mon allumette brûle. Voilà. Ouais, voilà notre première conclusion. Première conclusion est faite. Maintenant, la véritable conclusion. L'oxygène est vraiment bleu, vous l'avez tous vu ou... Voilà, la verra. De la couleur de ce t-shirt d'ailleurs. Exactement. Bon, donc on vous remercie de votre attention. On remercie particulièrement Fred qui se cache un peu, mais sans qui on n'aurait vraiment pas pu vous préparer toutes ces petites expériences.
On espère que vous avez appris quelque chose. Peut-être que vous avez même été émerveillé. On ne sait jamais. Mais dans tous les cas, on reste très modeste parce qu'on ne fera jamais mieux en termes de vulgarisation et de démonstration que ce que faisait Georges Claude à l'époque. Donc ça, c'est cité de son livre. Hein. On n'a pas modifié les citations. C'est in extenso dans son livre de 1903, que je recommande particulièrement d'ailleurs, qui est très bien, et pas seulement pour ce genre de théorie, qui est vraiment très profond et qui balaye vraiment la découverte de la distillation de l'air et la mise en place de procédés et son travail scientifique de manière générale. Merci de votre attention.